Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, le président de la République a ouvert l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Cet événement qui se tient à Abidjan vise à soutenir la 21e campagne de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Nous irons à Yamoussoukro dans ce journal où s'est ouverte aujourd'hui la deuxième session ordinaire du Sénat. La rencontre a enregistré la présence du vice-président de la République, une rencontre suivie du colloque des Sénats d'Afrique. Pour sortir de la pauvreté, l'Afrique doit s'appuyer sur sa société civile et son secteur privé. C'est une conviction d'Alassane Ouattara qui insiste, vous le verrez, sur le rôle clé de ces deux entités dans la mobilisation des ressources pour réduire la pauvreté et les inégalités. Le chef de l'État s'est exprimé aujourd'hui à l'ouverture de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, assemblée organisée pour soutenir la 21e campagne de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Le témoignage de Nadia et Eric Kimou. 120 milliards de dollars US, soit environ 72 000 milliards de francs CFA. C'est le montant à mobiliser à cette rencontre de haut niveau ouverte à Abidjan pour le 21e cycle de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDEA 21. Un montant record pour relever le défi de la croissance dans les pays à faible revenu, dont ceux de l'Afrique. L'Association internationale de développement s'impose comme un levier incontournable de la croissance durable et inclusive en Afrique, en soutenant les politiques de développement à travers des dons et des prêts très concessionnels. La rencontre de ce jour vise à amplifier le plaidoyer en vue d'une reconstitution record de l'IDA. Pour comprendre les enjeux de cette assemblée, plusieurs panels meubleront l'événement. Acteur clé de la reconstitution de la 20e campagne de l'IDEA, soldée par une mobilisation de 93 milliards de dollars, soit environ 56 000 milliards de francs CFA, le président de la République, Alassane Ouattara, a réaffirmé au cours de cette cérémonie officielle d'ouverture son engagement pour cette noble cause. Je m'engage à nouveau avec plusieurs autres chefs d'État que je salue, que je remercie, dans le plaidoyer pour la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'IDA. J'en appelle donc à l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé et la société civile, à renforcer leur coopération avec l'IDA pour amplifier son impact et mettre à profit le rôle complémentaire de chaque donateur et la contribution de chaque acteur impliqué dans la transformation des économies africaines. La rencontre d'Abidjan aboutira à un accord intitulé « Accord d'Abidjan » soutenu par les 20 plus grandes entreprises mondiales. Cet accord permettra de réaffirmer les priorités d'investissement, l'engagement pour améliorer la capacité d'absorption et assurer une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à disposition des pays au cours de l'IDEA 21. La Côte d'Ivoire veut générer 8 millions d'emplois d'ici à 2030. Et pour réaliser cette ambition, le pays s'appuie sur la formation professionnelle et technique. Cela grâce à un accompagnement de ses partenaires, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Et ce jeudi 10 octobre, les représentants de ces deux institutions se sont rendus au lycée technique d'Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Bambé. Objectif, s'imprégner des réalités de cette école dans le cadre du modèle de partenariat public pour répondre bien évidemment aux besoins du marché. Nadia Idja, Eric Kimou. Au sein du lycée technique de Cocody, ce jeudi 14 octobre, le président du groupe de la Banque mondiale, Adjé Banga, le directeur général de l'Agence française de développement Rémi Rioux et le Premier ministre Robert Begré-Bambé, qui conduisait la délégation de personnalités, venus visiter l'établissement. Après avoir constaté par une séance de démonstration la formation reçue par les élèves de cette école, les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire ont réitéré leur soutien à la formation professionnelle et l'emploi des jeunes Ivoiriens. Les mêmes instruments, les mêmes partenariats que ceux que nous avons bâtis au service du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le collège, l'enseignement primaire, le collège, avec de vrais résultats, je crois. Il faut maintenant les appliquer avec beaucoup d'ambition et de force pour l'enseignement technique, qui est un chaînon absolument essentiel entre l'enseignement classique et puis l'accès au marché
en étroite concertation avec le secteur privé. Donc je dirais tous les instruments sont à votre disposition. The bank has to dedicate itself. La Banque mondiale est là pour soutenir la Côte d'Ivoire à travers la création d'emplois qui pourront être une adéquation entre la formation et des besoins du secteur de l'emploi. La Banque mondiale a déjà contribué à plus de 400 millions de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire en l'aidant à mettre en place des plans, son plan de développement. Le Premier ministre a quant à lui salué cette opération qui s'inscrit dans les ambitions du gouvernement. Le rêve que nous caressons, c'est de voir des jeunes Ivoiriens dans tous les secteurs d'activité, depuis le second œuvre du bâtiment jusqu'au sommet de la hiérarchie en ce qui concerne les technologies les plus pointues. L'enseignement technique ivoirien doit permettre aux jeunes d'avoir tous les niveaux de diplômes jusqu'au niveau ingénieur, chercheur et inventeur, pour promouvoir en Côte d'Ivoire une technologie à l'ivoirienne calquée sur l'expérience des autres pays. L'enseignement technique et professionnel représente à ce jour 5% du système éducatif. L'ambition du gouvernement, à travers le ministère de tutelle, est d'atteindre un taux de 15% d'ici à 2025 et 30% d'ici à 2030. Nous vous le disions en titre, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Sénat ivoirien s'est tenue aujourd'hui à Yamoussoukro. Elle intervient conformément à la loi 7 jours après celle de l'Assemblée nationale. Une cérémonie officielle marquée par l'ouverture d'un colloque des Sénats du continent. Elle a pour thème « Idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique ». Une journée d'activité à la Chambre haute du Parlement sous le regard du vice-président Tiemoko Méliès Koné. Le récit de Salif Yalekoué. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, siège du Sénat. La fondation Félix Houphouët-Boigny de cette cité a abrité la deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Une autre rencontre ouverte par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Cette deuxième session ordinaire s'annonce particulièrement active au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation. Outre les différents projets de loi de finances, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 4 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code de déontologie de la profession infirmière et des professions de sage-femme et de maïeuticien. Représentant le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à ses assises, le vice-président a salué la présidente actuelle de l'institution et son prédécesseur pour le travail effectué dans sa mise en place et son animation. Je voudrais ici souligner l'importance du contrôle parlementaire exercé par le Sénat ivoirien. En 2023, lors de la présentation des rapports de visite des grands chantiers et infrastructures d'État, le président de la République a particulièrement salué le travail important accompli par les sénateurs, contribuant ainsi à l'amélioration de nos politiques publiques. Il en est de même des études sur la mise en œuvre de la décentralisation qui ont permis de mettre en lumière les enjeux du développement local, témoignant de la volonté de notre Chambre haute de participer activement au progrès social et économique de notre nation. Le président du Sénat français, Gérard Larcher, et des délégations parlementaires venant de 11 pays africains participent à ce rendez-vous du Sénat. Les Sénats, les chambres hautes, les associations qui regroupent nos Sénats dans un continent sont des facteurs d'apaisement politique, de paix sociale et de dialogue. C'est notre vocation. Le colloque vise à offrir un espace d'échange et de réflexion aux présidents de Sénats africains et européens sur les expériences d'organisation et de fonctionnement des institutions sénatoriales. L'une des grandes ambitions de ce colloque est la création d'une association des Sénats d'Afrique, un projet qui sera discuté au cours des 2 jours d'ateliers et de débats.
Nous sommes en octobre et qui parle de ce mois parle forcément de la lutte contre le cancer du sein. Les initiatives nationales et privées se multiplient pour sensibiliser contre ce mal pernicieux. La coalition des organisations de lutte contre le cancer a procédé aujourd'hui au lancement de la campagne Octobre Rose 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Toutes les femmes présentes ont bénéficié d'un dépistage gratuit. Le compte rendu de Faltia Koulibaly. Dépister tôt, le cancer se guérit. C'est autour de ce thème que se déroule la campagne d'Octobre Rose, initiée par la COL-CC, la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Sur ce parking du Palais de la Culture, ce sont des femmes de tout âge, venues bénéficier du dépistage gratuit. J'ai vu la campagne à la télévision, donc j'ai décidé de venir me faire dépister pour me prévenir du cancer du sein et du col de l'utérus. L'organisation veut insister auprès des jeunes filles sur le dépistage précoce, seul moyen de prévenir le mal. Une tâche qui n'est pas sans difficulté. Le contexte national, c'est une maladie qui est nouvelle pour nous, que nous essayons d'expliquer en disant autant toute boule n'est pas un cancer, mais toute boule n'est pas inoffensive. Il s'agit d'une situation de tabou également. Vous savez, le sein, c'est quelque chose de précieux pour la femme. La question du coût, le coût financier, on vous a expliqué tout à l'heure, c'est très cher de se soigner du cancer. Le cancer du sein n'est pas une fatalité, mais pour le combattre efficacement, il est essentiel d'agir sur plusieurs fronts. La prévention, le dépistage précoce, le bon traitement et l'accompagnement des patients. Que le gouvernement ivoirien a pris des mesures significatives pour améliorer le dépistage, le traitement et la prise en charge du cancer par la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, en rendant disponible la radiothérapie depuis janvier 2018. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, le CNRAO, est fonctionnel depuis lors et travaille à prendre en charge tous les cas de cancer. Les activités ainsi que les séances de sensibilisation et de dépistage de la COL-CC se poursuivront dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan et aussi dans des villes de l'intérieur telles que Bouaké, Dabakala, Divo, Goïtafla, Korogo, Guiglo. Le pays a enregistré environ 3306 nouveaux cas de cancer de sein en octobre 2020, avec un nombre préoccupant de 1785 décès liés à cette maladie. Les étudiants qui occupaient illégalement les chambres des cités universitaires ont été sommés de les quitter. L'opération du CROU, le Centre régional des œuvres universitaires, suit son cours et des centaines d'étudiants ivoiriens sont aujourd'hui à la rue. Ils sont à la recherche de gîtes et couverts. La situation est inédite et soulève une question pertinente que se pose la rédaction de NCI News. Comment ces étudiants ont-ils pu accéder à ces chambres sans y avoir droit? Mardoché Kwasi et Joseph Zekré nous dévoilent quelques voies illégales d'accès à ces chambres de cités universitaires. Cité universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody. Depuis ce lundi matin, les contrôleurs du CROU, Centre régional des œuvres universitaires, accompagnés des forces de l'ordre, sont déployés pour sortir des chambres les occupants illégaux. À l'entrée principale, des étudiants et autres personnes illégalement logées sur ce site, baluchant en main, affaires éparpillées ça et là, ne savent à quel sein se vouer. Parmi eux, Ashley Kobenan, accueillie en cité universitaire par sa sœur après l'obtention de son baccalauréat. Elle y est finalement restée après plusieurs tentatives d'admission sans succès, après le départ de sa sœur qui a achevé ses études. On s'est dit non, ils allaient dire bon, que pour ceux qui sont étudiants, qui sont déjà dans les chambres, vous allez mettre la chambre à votre nom. On a fourni tous nos papiers, on est parti déposer. Mais il y a combien de chambres en cité pour combien d'étudiants? Donc à chaque fois qu'on fait, on rejette nos demandes. Mais pendant ce temps, on ne peut pas dire, OK, comme on a rejeté nos demandes, on va libérer les chambres. On libère les chambres, on part pour pouvoir aller à l'école. D'autres, par contre, indiquent avoir été admis dans cette cité par des membres de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Cette étudiante, dans une université privée de la place, a dû débourser la somme de 150 000 francs pour avoir accès à un lit dans une chambre qu'elle loue à 10 000 francs par mois. J'ai cherché un endroit où rester. On m'a dit que je pouvais avoir une place en cité. Donc, j'ai payé avec la FESI pour avoir droit à un lit. J'ai payé le lit à 150 000.
et il payait 10 000 par mois. Et c'est comme ça que j'étais ici jusqu'à voilà, qu'aujourd'hui, je me retrouve dehors, sans parents en Abidjan ici. Je suis quitté à bout. C'était très loin. Je suis dehors, je ne sais pas où aller. D'autres occupants illégaux sont venus trouver refuge auprès de certains amis. Les uns pour se rapprocher de leurs établissements et les autres pour trouver un toit où dormir. Aujourd'hui, tous se retrouvent à la rue après cette opération de libération des chambres des cités universitaires. Une opération d'admission et de réadmission des étudiants dans ces cités universitaires est annoncée juste après cette opération en cours pour permettre aux étudiants qui respectent les critères d'admission d'accéder en toute légalité aux différentes chambres. Le Conseil Café Cacao et la société GCB ont conclu un protocole d'accord. Il porte sur une prise de participation minoritaire de 25% dans le capital de Transcao Côte d'Ivoire par la société singapourienne. La signature de ce partenariat a eu lieu hier mercredi au plateau en présence du ministre en charge de l'Agriculture. La précision de Pierre Dippo-Mélin. La Côte d'Ivoire, premier producteur de fèves de cacao avec 2 millions de tonnes par an, ambitionne d'accélérer la transformation locale. Le Conseil Café Cacao est très actif sur le terrain pour l'atteinte de cet objectif. Le CCC multiplie les initiatives dont la signature de ce protocole d'accord, qui porte sur une prise de participation minoritaire de 25% dans le capital de Transcao aussi, par GCB Coco à Singapour, PTE. Un partenariat dont les retombées sont importantes pour l'économie du pays, mais aussi pour les producteurs. Ce partenariat, basé sur des ambitions communes, aura pour but d'augmenter la capacité locale de transformation de fèves de cacao, fabriquer et distribuer des produits finis aux consommateurs, créer la valeur ajoutée pour le cacao dont les bénéfices augmenteront les revenus des producteurs, promouvoir et développer la consommation locale et régionale, améliorer la performance technique, commerciale, financière et sociale de Transcao Côte d'Ivoire, tout en respectant les standards de durabilité. Une initiative qui épouse bien la vision du chef de l'État ivoirien, a indiqué le ministre Adjoumani, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt la signature de ce protocole. Nous voudrions donc saluer cette initiative qui est d'importance capitale, qui a été mûrement nourrie et qui aujourd'hui va nous permettre d'atteindre une autre étape de la politique du président de la République, dont l'objet consiste à aller à la transformation rapide de nos produits pour atteindre les objectifs que nous voulons atteindre à l'horizon 2030. Pour rappel, le projet Transcao porte sur la construction de 2 usines de transformation de cacao d'une capacité de 50 000 tonnes chacune, dont l'une en zone industrielle de Yopougon, au PK24, et l'autre à San Pedro. 2 usines de stockage de cacao d'une capacité globale de 300 000 tonnes, dont l'une de 140 000 tonnes à Abidjan et l'autre de 160 000 tonnes à San Pedro, auquel s'ajoute un centre de formation au métier du cacao à Abidjan. La pose de la première pierre de l'usine d'Abidjan au PK24 a été faite par le président Alassane Ouattara en septembre 2020 et celle-ci devrait être inaugurée d'ici la fin d'année 2024. La mairie d'Abobo a comblé les élèves des écoles primaires publiques et ceux des écoles confessionnelles de la commune. Ils ont reçu en tout 50 000 kits scolaires, une action sociale d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Salifi Alekoué. Dans le cadre de sa politique sociale, le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, a procédé récemment à une distribution de kits scolaires. Ce sont quelques 50 000 kits qui ont été distribués aux élèves de cette cité. En 2022, 40 000 kits scolaires avaient été mis à la disposition des élèves de la commune. L'année dernière, 2023, 45 000 à nos enfants, aux élèves de la commune d'Abobo. Ce matin, nous venons de procéder à la remise de 50 000 kits scolaires aux élèves du primaire d'Abobo, c'est-à-dire du CP1 au CM2, et tout cela d'un montant de 250 millions de francs CFA. Pour nous, les enfants en âge d'aller à l'école
doivent y aller dans de bonnes conditions, sans discrimination aucune. D'ailleurs, nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement. À cette occasion, Kandia Camara a salué le chef de l'État ivoirien pour les nombreux chantiers engagés dans sa commune, notamment en matière d'éducation et de formation professionnelle, citant dans la foulée les chantiers lycée d'excellence de jeunes filles d'Akeikwa, avec internat, le lycée d'excellence de Coco Service et le garage école Mponan. Au nom des bénéficiaires, Sarah Moye-Conan, se réjouissant de ce geste de la présidente du Sénat, a promis de bien travailler à l'école. On en arrive à ce rapport glaçant de l'UNICEF. Les peuples d'Afrique de l'Ouest font montre d'une violence inouïe sur les femmes. Entre 2010 et 2022, plus de 79 millions de femmes et de jeunes filles ont été victimes d'agressions sexuelles. Cela représente 22% des femmes de la sous-région ouest-africaine. Ces chiffres donnent le vertige et appellent à l'action pour protéger les futures générations, comme nous le montre le récit de Cheikh Raïs Ouedraogo. Ce chiffre alarmant représente plus d'un quart des victimes recensées à l'échelle mondiale, avec 22% des victimes ayant subi ces violences avant l'âge de 18 ans. L'Afrique subsaharienne se positionne comme l'une des régions les plus touchées par les violences sexuelles, derrière l'Océanie, où 34% des femmes sont concernées. Ce rapport est le premier du genre à compiler des données nationales et internationales sur une période de plus d'une décennie. Malgré quelques lacunes et autres sous-estimations, il met quand même en lumière l'ampleur dramatique du problème. Ces agressions, souvent exacerbées dans les zones de conflit, où le viol est utilisé comme une arme de guerre, ont des conséquences dévastatrices sur les victimes. En plus des traumatismes physiques et psychologiques, ces violences freinent l'accès à l'éducation et au développement. Conflits armés, comme ceux qui ravagent actuellement des pays tels que le Soudan, augmentent les risques pour les femmes et les filles, et les organisations humanitaires peinent à évaluer pleinement l'ampleur de ces crimes, en raison de la stigmatisation et des réticences des victimes à témoigner. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette édition. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.